Il est auteur et jardinier, les Jardins du Grand Portage. Alors, M. Yves Gagnon cultive les Jardins du Grand Portage dans la région de Lanaudière depuis environ 30 ans. En plus d'être jardinier, Yves partage son expérience et sa passion pour le monde végétal et l'écologie par l'écriture de plusieurs ouvrages sur le jardinage et la culture écologique. Il a collaboré pendant 10 ans comme chroniqueur horticole à la Semaine verte. Aujourd'hui, il nous parle des techniques pour réussir nos semis intérieurs. Alors, accueillons M. Gagnon, s'il vous plaît. Juste une petite parenthèse avant de commencer. On va réserver, vous êtes d'accord avec ça, on va réserver nos questions vers la fin ou oui? Alors, on va se garder 5 minutes vers la fin pour les questions. Accumulez-les sans faute. On va vous permettre ça à la fin. Merci. Bon après-midi. Merci d'être présent en si grand nombre. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a une file pour venir assister à notre conférence. Je voudrais profiter de la tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour vous annoncer qu'aujourd'hui même, à la Fête des semences de Québec, est lancé mon nouveau livre « Autour de la Terre », sur lequel je travaille depuis 4 ans. C'est un ensemble de chroniques que je rédige aux 2 semaines pour le webzine Covivia. Je les ai sélectionnées, réécrites, mises à jour et regroupées en 5 thèmes. Donc, vous avez un premier chapitre, c'est autour du jardin. Ensuite, c'est autour de la table, recettes, questions alimentaires, autour de la vie, des questions d'environnement, 10 raisons pour manger bio, une synthèse sur les OGM, etc. Chapitre 4, autour du monde, je présente des gens qui m'ont inspiré au fil du temps. Et le dernier chapitre, autour du pays, qui présente des lieux qui m'ont inspiré, principalement au Québec et un petit peu au Nouveau-Brunswick. Normalement, je commence mes conférences avec un poème, mais cette fois-ci, j'ai décidé de vous lire le texte de la page 4 de couverture parce que je le trouvais poétique. Et ensuite, on va parler de semis intérieurs. Alors, je vous fais cette brève lecture. J'aime écrire. L'écrivain est un peu comme le jardinier. Il associe les mots pour faire joli. Il place ça et là des épithètes afin de mettre en valeur le sujet. Il ponctue, cherche la bonne densité, tente de rendre sa démarche fertile. Il conjugue inlassablement le verbe et manie habilement l'adverbe. Il métaphorise de la manière la plus naturelle possible, sans phytocide, sans fongicide, sans insecticide. J'aime écrire pour dire que j'aime celle qui partage mon espace et mon temps, pour le meilleur et pour le pire, pour le mirifique et le magnifique, pour dire la beauté du monde que je découvre chaque jour au fond de ses yeux. J'écris pour dire que j'aime la terre, que je l'aime tant que j'écrirai sans relâche pour le dire, pour dire aussi le mépris avec lequel on la considère, pour dénoncer la cupidité qui la lacère. Par ces mots maladroitement liés en phrases, je tente de communiquer l'envie d'aimer la terre, de la thésauriser, de la soigner, de la protéger. Lorsqu'on en prend soin, une chaleur bienfaisante émane alors du cœur de la poitrine et on rayonne. J'aime la terre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ça fait 4 ans que je donne la même conférence. En fait, ça fait 4 ans qu'on me demande de donner la même conférence. Je me dis, ou bien je suis pourri puis que les gens ne comprennent pas ce que j'explique, ou bien le bassin de population intéressée à ce thème est tellement important qu'on répète l'aventure à chaque année. Mais bon, comme je ne voulais pas répéter exactement la même conférence que l'année passée, j'ai décidé de produire un PowerPoint. Et pour moi, c'est tout à fait nouveau parce que je suis plus un conteur qu'un technologiste.
Et bon, mais je me suis dit, je vais essayer de présenter la thématique d'une manière un peu différente. Alors là, on va y aller avec des images que je vais commenter, puis je vais essayer de vous livrer sensiblement la même information quand même que j'ai livrée les dernières années, parce que l'idée de savoir comment produire un plant de tomates, un plant de poivron, un plant de chou, un plant de laitue, alors je m'y attelle immédiatement. Dans un premier temps, alors moi, je voulais juste vous dire que je pars mes semis demain. Donc, on peut dire que le timing est à peu près parfait. Demain, je sème mes oignons pour le jardin, évidemment. C'est 8 semaines à peu près les semis d'oignons que ça prend pour être prêt à la transplantation. Et pour réussir des beaux gros oignons, bien, il faut transplanter un plant qui a quand même une certaine envergure. Donc, si on les part au mois d'avril, on va transplanter des petits fils puis on n'aura pas de succès. Donc, les oignons, c'est vraiment important de les partir cette semaine ou encore la semaine prochaine, mais c'est le temps. Fait que demain, je pars mes oignons. Je vais également partir des laitues, de la coriandre et du basilic, mais ça, c'est pour la serre, parce que j'ouvre une serre au mois d'avril et on essaie de produire un petit peu de verdure pour nos besoins personnels. Donc, laitue, coriandre et basilic que je vais partir demain, ça va être pour une transplantation en serre. Quand on arrive à la période où on effectue ces semis, donc, il faut préparer un terreau de germination. Le terreau de germination est léger, hein, pour favoriser une bonne levée des premières petites feuilles qu'on appelle les cotylédons. Il ne doit pas être trop riche parce qu'un terreau de germination qui est trop salin, qui est trop riche en éléments minéraux, ça peut brûler les jeunes plantules. On peut avoir l'impression que c'est un problème de champignons, de fonte des semis. Mais souvent, le problème qu'on rencontre, c'est une brûlure des jeunes plantules liée à une présence de sels minéraux, une présence trop importante de sels minéraux dans le terreau. Donc, il faut vraiment produire un terreau de germination qui est léger et pas trop riche en éléments nutritifs, puisque dans la plupart des cas, on va repiquer les jeunes plants au stade des premières vraies feuilles. C'est-à-dire que quand vous produisez, par exemple, un plant de tomate, vous avez les cotylédons qui se développent dans un premier temps. Les cotylédons, c'est des feuilles légèrement allongées et aucunement dentelées. Souvent, les cotylédons n'ont pas du tout la même apparence que les premières vraies feuilles qui vont se développer subséquemment. Alors, ceux qui ont déjà fait des tomates, vous pouvez vous rappeler les cotylédons, ces espèces de petites feuilles allongées. Et les premières vraies feuilles qui vont se développer par la suite, elles sont dentelées et commencent à avoir l'apparence d'une feuille de tomate. Donc, normalement, pour, je vous dirais, 90% des espèces, on repique les jeunes plants au stade des premières vraies feuilles dans un terreau de croissance plus riche qui va permettre aux plants de se rendre à terme, donc jusqu'au moment où on va effectuer la transplantation au jardin. Donc, je répète, le terreau de germination n'a pas à être très riche parce qu'il a à porter les plants jusqu'au stade des premières vraies feuilles. Ça prend vraiment pas grand-chose dans le terreau pour arriver à ce stade-là. Donc, gênez-vous pas pour réduire les quantités de compost que vous mettez dans votre recette, surtout si vous achetez du compost dans les centres de jardin, parce que dans les centres de jardin, les composts sont toujours un petit peu plus riches qu'un compost végétal qu'on produirait chez soi. Alors, moi, j'utilise du compost de feuilles pour préparer mes terreaux de germination. Donc, c'est de la feuille, principalement d'érable, que je fais composter pendant 2 ans. Et à l'automne, c'est-à-dire qu'à l'automne 2013, j'ai sassé ce compost-là de 2 ans qui a été remué plusieurs fois pendant les années de décomposition. Donc, j'ai sassé ce compost-là pour me donner une matière d'apparence terreuse et qui est issue exclusivement de matière végétale, donc des feuilles. Et ce qui est intéressant quand on travaille avec un compost de feuilles, c'est que le compost de feuilles n'est pas trop riche. Donc, on réussit très, très bien sa germination avec un tel type de compost dans la recette globale. Alors, je vous ai écrit sur l'image la recette que j'utilise pour préparer mon terreau
de germination, donc 3 parties de compost de feuilles bien mûres, donc c'est 2 ans de décomposition, et je sasse le compost pour éliminer les parties grossières qui pourraient être encore un petit peu en activité de décomposition. J'utilise de la vermiculite. De la vermiculite, c'est du mica qui est chauffé et la chaleur fait un peu l'effet popcorn. Donc, la matière devient comme à pop d'une certaine façon et ça fait en sorte que les propriétés physiques du terreau vont être plus intéressantes. Ça va donner un terreau qui va bien se drainer, qui va être léger et qui va contenir beaucoup d'air aussi, ce qui est très favorable à la levée des semences. Et j'utilise aussi de la perlite. La perlite, c'est de la roche volcanique qui est également chauffée. Donc, on a aussi l'effet popcorn. Donc, c'est des matières très légères qui n'ont pas vraiment de valeur nutritive comme telle pour les jeunes plants. C'est vraiment juste pour créer un terreau qui va avoir des propriétés physiques intéressantes. Donc, 3 parties de compost de feuilles bien mûres, 3 parties de vermiculite, 3 parties de perlite. Je mélange ça dans une brouette, tout simplement, et j'humecte la matière de façon à créer une bonne cohésion entre les particules. On ne veut pas avoir une boîte, on ne veut pas avoir une matière qui, lorsqu'on applique une pression dessus, il y a plein d'eau qui s'égoutte. Donc, on parle d'une humidité moyenne de 50 % à peu près, là. Donc, on sent l'humidité, mais ce n'est pas excessif. Si jamais, bien, j'imagine que la plupart d'entre vous n'avez pas de compost de feuilles à votre disposition, donc vous pouvez utiliser un compost commercial. Moi, j'aime beaucoup le Biosol de Fafard, le Biomax de Premier Horticulture. C'est des composts de belle qualité, mais ils sont un petit peu trop salins. Donc, vous pouvez, si vous utilisez ces composts commerciaux, réduire les quantités de compost que vous utilisez dans votre mélange. Alors, moi, ma recette, c'est 3 parties de compost végétal. Si vous prenez du Biomax ou du Biosol, bien, vous pouvez réduire de moitié la quantité de compost. Ça va pour ça? Donc, une fois que le compost est bien humecté, bien, vous le disposez dans des caissettes. J'ai pas une prédilection énorme pour le polystyrène. C'est pas une matière que j'aime particulièrement, mais pour préparer des semis, c'est vraiment très efficace, ça travaille très bien, c'est léger, ça conserve l'humidité du terreau et dans la plupart des cas, on peut les récupérer parce qu'au printemps, il y a plein de gens qui les jettent en bordure des chemins. Donc, c'est une belle matière, elle a déjà été produite. Donc, si vous pouvez avoir une réserve de ces caissettes-là en styrofoam, c'est très pratique pour la production de plants. Si vous n'en avez pas, bien, vous pouvez toujours aller dans une jardinerie, vous acheter des contenants, soit en fibre végétale ou en plastique. Mais moi, je suis un partisan d'une culture en contenant libre comme ça. Je ne fais pas de semis en microcellules. J'aime mieux cette espèce de convivialité qu'il y a entre les plants. Les racines sont en contact les unes avec les autres, puis j'aime travailler de cette façon-là. Mais il y a des gens qui sont partisans des microcellules, donc ils vont mettre une graine par cellule, puis ils travaillent de cette façon-là. J'ai rien contre, mais moi, ma façon à moi, c'est de travailler comme ça avec des caissettes. Donc, ici, comme vous pouvez voir, c'est un semis en ligne qui se fait. Donc, la caissette a été remplie avec du terreau de germination. On plombe légèrement le terreau pour rétablir sa capillarité. Et à l'aide de petits bâtons à popsicle comme ça, on peut creuser un léger sillon peu profond dans lequel on va déposer les semences. Évidemment, selon les espèces, le nombre de semences qu'on va mettre à germer va varier. Si vous faites de la production, si vous faites un petit jardin dans votre cour, évidemment, les quantités changent.
Mais on va, à titre d'exemple, on va essayer de travailler avec la tomate. OK? Disons que quelqu'un a une belle grande cour à Québec, il veut avoir une tomate rouge, une tomate rose, une tomate jaune, une tomate italienne, puis une tomate cerise. Bien, vous pourriez, dans une caissette de cette dimension-là, faire 5 petits rangs et mettre, si vous voulez, par exemple, avoir 10 beaux plants de tomates rouges, bien, mettez 15 graines, parce que, dans un premier temps, le taux de germination n'est jamais à 100%. Et quand on repique, on fait toujours une sélection, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les plants qui démontrent déjà une certaine vigueur puis une certaine qualité au niveau de la morphologie. Donc, une belle tige, des belles feuilles bien déployées. Des fois, il y a des petits plants chétifs, on l'observe tout de suite au début. Bien, moi, j'ai tendance, ces plants-là, à les éliminer. On peut se permettre de faire un petit peu de sélection au stade de plantule. Donc, si vous voulez avoir 10 plants, bien, mettez 15 graines. On peut parler d'une perte de cet ordre-là à peu près, là. Ça peut varier aussi selon la qualité des semences, mais normalement, quand on achète des semences, on devrait espérer, avec la tomate à tout le moins, avoir un taux de germination de 85-90 %. Donc, on va semer nos semences. Ça peut être de la tomate, ça peut être du poivron, ça peut être de la laitue. Je vous ai parlé de l'oignon tantôt. L'oignon, c'est un petit peu différent des poivrons, des laitues et des tomates. C'est qu'on va faire notre semis à la volée. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des petits sillons comme ça, puis de semer en ligne, on va prendre notre enveloppe, on va l'ouvrir, puis on va laisser tomber à peu près 80-90 semences à la surface du terreau, et on va reprendre du terreau et on va recouvrir la semence avec le terreau. Normalement, on met 3 fois l'épaisseur de la semence de terreau ou de terre par-dessus la semence au moment du semis. Donc ça, c'est une règle qui est valable pour les semis intérieurs, mais c'est également valable pour les semis directs au jardin. Donc, si vous semez au jardin, par exemple, du maïs, dont la semence est quand même d'un assez bon diamètre, bien, vous pouvez mettre jusqu'à 3 cm de terre par-dessus la semence de maïs, 3 fois son épaisseur. Mais si vous semez une graine de carotte qui est toute menue, bien, à ce moment-là, vous allez juste mettre 1 cm de terreau, de terre par-dessus les semences de carotte. Donc, dans le cas de l'oignon, on fait notre semis à la volée, on recouvre avec 1 à 2 cm de terreau, on plombe, on arrose légèrement, et une fois que le semis est fait, que ce soit pour l'oignon, pour la tomate, pour les laitues, on place les caissettes dans un endroit tempéré de la maison. Pour la germination, si vous cherchez une température moyenne, je vous dirais que 23-25 degrés, c'est une excellente température pour faire germer la plupart des espèces. Mais pour l'oignon, pour les laitues, pour les espèces de climat frais, les brassicacées également, tout ce qui est chou, bien, c'est des plantes qui aiment la fraîcheur. Donc, vous n'avez pas besoin pour ces espèces-là d'avoir autant de chaleur que, par exemple, pour les aubergines, les poivrons ou les tomates. Ce sont des espèces qui ont vraiment besoin, pour avoir un bon taux de germination et une levée rapide, ils ont besoin d'une température élevée. Donc, on parle de 23, 25, puis ça peut même aller jusqu'à 27. Alors, ce que je fais, moi, je mets des planches de bois sur mon bain et je dispose mes caissettes pour favoriser leur levée sur ces planches-là. Et puis, je monte un tout petit peu la température en ajustant mon caille électrique pour avoir une température de 23-25 degrés dans ma salle de bain. Donc, ce n'est pas un gros espace à chauffer. Et ça fait en sorte que la levée, en général, est assez rapide. Évidemment, le temps de levée va varier selon les espèces. Chou laitue, c'est 2-3 jours. Oignon, c'est 1 semaine. Tomate, c'est 1 semaine. Poivron, on parle peut-être de 8 à 10 jours.
Et cerise de terre, ça peut prendre de 2 à 3 semaines. Donc, il y a des variations dans le temps de germination selon les espèces et évidemment selon les conditions. Si vous faites germer du poivron et de l'aubergine à 15 degrés, ça risque de pourrir parce que c'est vraiment pas des températures optimales pour ces deux espèces-là qui ont besoin de chaleur. Donc, il faut surveiller la température pour la germination et penser une espèce tropicale, l'aubergine, le poivron, on sait que c'est tropical, donc c'est des espèces qui ont besoin de chaleur, et une espèce de climat tempéré, les brassicacées, les laitues, les carottes, les betteraves, c'est des plantes de climat frais, donc elles ont besoin de moins de chaleur pour bien germer. Et une petite parenthèse, Lily vous parlait des cucurbitacées tantôt. Je ne sais pas si ça vous en a parlé, mais moi, je ne fais pas de plan de cucurbitacées, mais je fais pré-germer mes semences. C'est-à-dire qu'au mois de juin, quand le jardin est prêt à recevoir les semences de courges, de concombres et de courgettes, bien, je vais mettre les semences dans un tissu humide. Et je vais placer ça dans une plaque ou dans une assiette. Et je vais mettre ça à la chaleur. J'observe après 2-3 jours. Et dès que je vois le germe apparaître, je prends les graines qui sont germées et je vais tout de suite aller les semer au jardin en position finale. Ça fait en sorte qu'on a un bon contrôle sur la température, sur l'humidité, donc sur la germination. Et quand on met au jardin une graine qui a déjà un petit germe, bien, ça prend 2 jours puis ça lève. Donc, c'est une très bonne façon d'assurer une bonne levée et d'avoir des plants exactement là où vous voulez les avoir. Alors, selon l'espèce et selon les conditions du milieu, bien, on assiste à une levée relativement rapide. Tout d'abord, ce sont les cotylédons qui apparaissent. Alors ici, vous avez une photo avec des plants de laitue qui sont déjà rendus au stade des premières vraies feuilles. Donc, ils sont déjà rendus au stade du repiquage. Alors, si on observe, on voit peut-être pas très bien. Ça, c'est les cotylédons aussi. Alors, les petites feuilles rondes qu'on voit à la base des plants, ce sont les cotylédons. C'est des feuilles qui n'ont pas l'apparence des vraies feuilles de laitue. Et par la suite se développent des feuilles qui ont l'apparence de la laitue que vous désirez cultiver. Alors, si vous avez choisi, par exemple, de cultiver de la merlot, bien, vous allez déjà avoir au stade des premières vraies feuilles des feuilles rouges et frisées qui donnent une très bonne idée de ce que vous allez avoir lorsque la plante va être à maturité. Donc, normalement, le repiquage se fait au stade des premières vraies feuilles, c'est-à-dire quand les premières vraies feuilles se sont bien déployées, bien, il faut penser au repiquage. Alors là, on va travailler avec un nouveau terreau. Celui-ci va contenir 50% de compost. Alors là, la question de la salinité est moins importante parce que la fragilité dont je vous entretenais tantôt, ça se passe au début, au stade des cotylédons et des premières vraies feuilles. Quand on repique, les plants sont suffisamment avancés pour tolérer cette salinité-là du terreau. Donc, vous avez moins à vous préoccuper de cette question-là lorsque vous préparez votre terreau de croissance. Alors, moi, je continue à travailler avec mon compost de feuilles. Donc, je vais mettre 5 parties de compost de feuilles, 2,5 parties de vermiculite et 2,5 parties de perlite. Si vous travaillez avec du compost commercial qu'on trouve dans les jardineries, ben moi, je vous suggérerais 4 parties de compost parce que quand même, c'est plus riche un peu que du compost de feuilles. Donc, ça pourrait être 4 parties de compost, 3 parties de vermiculite, 3 parties de perlite. Maintenant, on va tout de suite régler quelque chose. Vermiculite et perlite, ce sont des matières importées. Pour les produire, ça prend de la chaleur, donc une dépense d'énergie. Ce n'est pas des matériaux vraiment écologiques. J'aime pas vraiment ça, travailler avec ça, et j'essaie de trouver des matériaux de substitution. L'année dernière, j'avais parlé de l'écorce de sarrasin. J'ai fait des expériences le printemps dernier avec l'écorce de sarrasin
et ce fut catastrophique. Donc, je reviens cette année avec la perlite et la vermiculite parce qu'au moins ces matériaux-là ont l'avantage de donner des bons résultats. C'est-à-dire que ça fonctionne bien, les plants poussent bien là-dedans. Ils semblent apprécier un médium de croissance fait avec cette matière-là. La mousse de tourbe, c'est pas vraiment écologique non plus parce qu'on est en train de tout détruire les tourbières pour faire la récolte de la mousse de tourbe. Et les tourbières, c'est des milieux humides très précieux où il y a une biodiversité importante. Moi, je n'aime pas encourager les gens à travailler avec de la mousse de tourbe parce que, ce faisant, j'encourage la destruction des tourbières. Mais c'est sûr que la perlite, c'est miné, puis la vermiculite, c'est miné. Ça se fait dans des pays en voie de développement. Ils font des gros trous dans la terre. Donc, ce n'est pas l'idéal, encore une fois, puis je suis toujours à la recherche d'options, d'autres options. Là, mon idée, c'est comme le compost de feuilles et pas trop salin, bien là, je vais expérimenter des recettes avec des plus fortes quantités de compost de feuilles et moins de perlite et moins de vermiculite. Mais bon, c'est encore en exploration, puis je ne suis pas en mesure de vous donner une recette dont je suis 100% satisfait. Alors, je continue à donner mes vieilles recettes qui fonctionnent bien, parce que j'imagine que tous les gens qui sont ici, ce qu'ils veulent, c'est réussir la production de leur plant de laitue et de tomates. C'est sûr que les questions environnementales sont toujours importantes. Moi, c'est une préoccupation majeure chez moi, mais je n'ai rien à vous proposer d'autre que ça pour le moment. Je veux juste clore la question du terreau. Autrefois, je travaillais exclusivement avec de la vermiculite puis du compost. Ça donne quand même des résultats très acceptables, mais une année, je suis allé à la quincaillerie au printemps pour aller chercher de la vermiculite et il n'y en avait pas, il était en rupture de stock. Puis ils m'ont proposé la perlite, et puis ça faisait longtemps que je savais qu'il y avait des gens qui utilisaient la perlite à la place de la vermiculite. Donc, j'ai acheté 2 poches de perlite. Il me restait un petit peu de vermiculite chez nous, puis j'ai fait un mélange des deux, perlite et vermiculite, avec le compost, évidemment, la recette que je vous ai transmise. Et j'ai été étonné des résultats. J'ai trouvé que la perlite ajoutait un petit quelque chose. J'ai trouvé que mes semis se portaient mieux avec cette recette-là. Mais, si vous ne voulez pas vous donner trop de mal, vous pouvez acheter juste de la perlite ou juste de la vermiculite. C'est pas obligé de mélanger les deux. À la quincaillerie, une grosse poche de perlite ou de vermiculite, c'est autour de 25 $. Donc, je vous recommande d'acheter les grosses poches de 100 litres, c'est des 100 litres, parce que les petites poches de 6, 8 ou 10 litres, ça coûte très cher. C'est comme, si vous comparez là, au poids ou au volume, c'est 10 fois le prix. Donc, même si vous ne voulez pas faire beaucoup de semis, mais que vous avez un intérêt pour ça, vous pouvez vous acheter une poche de perlite ou de vermiculite ou une de chaque, puis c'est sec, cette matière-là. Vous pouvez entreposer ça dans votre cabanon, dans votre garage, dans votre cave, et vous en avez à votre disposition pour faire des terreaux pour vos plantes d'intérieur. Peu importe, c'est toujours pratique à avoir sous la main. Donc, mieux vaut acheter des gros formats, même si vous n'avez pas un immense jardin, parce que ça coûte vraiment moins cher. Ça va pour ça? On est rendu au repiquage. Alors, le repiquage, les gens pensent que quand on déracine des plants puis qu'on les manipule, que ça leur fait mal. Ça leur fait pas mal. Ils aiment ça. C'est étonnant de voir comment réagissent les plants au repiquage. Parce que là, si on regarde la photo précédente, là, vous voyez que les plants de laitue sont assez serrés, c'est-à-dire que dans mon petit rang de tantôt, là, quand je montrais la photo du semis, on peut mettre 30, 40 graines de laitue dans un petit rang de peut-être 12 cm. Donc, les plants poussent, ils sont très serrés les uns sur les autres, comme vous pouvez voir ici, la laitue verte qui est là, je pense que c'est une laitue Boston, la Divina. Vous voyez comme ils sont tous coincés, les plants les uns sur les autres. Ça fait que quand vous allez les repiquer, vous allez leur donner de l'espace, vous allez leur offrir un nouveau terreau plus riche. Donc, les végétaux réagissent très bien au repiquage. On dit souvent que les cucurbitacées ne tolèrent pas le dérangement racinaire. C'est vrai, on ne repique pas des cucurbitacées. Mais
toutes les autres espèces, piment, poivron, aubergine, tomate, laitue, chou et la grande majorité des fleurs, le basilic, ça tolère très, très bien le repiquage. Donc, la façon de faire, c'est relativement simple. Je travaille avec une cuillère, un bel outil. Donc, à l'aide de la cuillère, vous allez sous la zone des racines et vous soulevez les plants, évidemment en faisant attention de ne pas les briser, de ne pas sectionner le feuillage, mais aussi de ne pas sectionner les racines. Donc, à l'aide de la cuillère, très délicatement, vous soulevez les plants et vous pouvez saisir les plants par le feuillage en essayant de ne pas écraser le feuillage avec la pression que vous allez faire avec vos doigts. Là, voyez-vous, Nicole, elle tient le plant de chou. Ça, c'est un plant de chou. On va mieux le voir sur la prochaine. Fait que voyez-vous comment c'est tenu. On tient le plant par les feuilles et à l'aide de la cuillère, vous soulevez les racines et vous essayez de dégager le système racinaire des autres racines. Parce que ce qui se passe, quand on sème densément comme ça, bien, les racines ont tendance à s'enchevêtrer un petit peu. Donc, en utilisant la cuillère pour dégager les racines du terreau, vous soulevez, vous faites un petit mouvement comme ça, puis vous tirez légèrement le plant en le tenant par la feuille et vous allez réussir à très bien dégager les plants sans sectionner les racines. C'est ça qu'il faut faire. Il faut y aller délicatement. Puis là, vous avez un beau plant. Voyez-vous le plant de chou qui est là? On voit tout le beau système racinaire. Et là, à l'aide de la cuillère, j'ouvre, je creuse un trou, mais au lieu de creuser un trou en pesant comme ça, puis en compactant mon terreau, bien, je rentre ma cuillère comme ça, puis je pousse latéralement. Ça crée une ouverture dans le terreau et là, on va descendre le plantule dans l'ouverture créée. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va enterrer une bonne partie de la tige. C'est-à-dire qu'on va envoyer le système racinaire plus profond qu'il était dans le terreau de germination. Et ça va favoriser le développement de nouvelles racines le long de la tige enfouie et ça va rendre le plant plus robuste. Évidemment, il y a une question de densité aussi. Quand on fait le semis, je vous disais que dans un petit rang de 12 cm, on pouvait mettre jusqu'à 40 graines. Là, les 40 germes, vous avez 40 plants. Fait que les 40 plants de laitue vont se répartir dans 2 caissettes dans lesquelles on pourrait mettre 18 à 20 plants de laitue par caissette. Donc, la question de la densité est assez importante aussi. Je vais vous donner quelques repères. Dans le cas de la laitue et des choux en général, là, on parle de kale, de brocoli, de chou-fleur, on peut aller à 18-20 plants par caissette au moment du repiquage. Donc, c'est quand même assez serré, mais ça permet une telle densité au plant de bien se développer et de se rendre jusqu'au stade de la transplantation au jardin. Là, c'est sûr que la journée où on fait le repiquage, les plants sont un tout petit peu sonnés. Tu sais, ils vont avoir la falde basse un petit peu. Il faut les arroser, c'est bien sûr. Donc, voyez-vous, on donne, une fois qu'on a fait le repiquage, on donne un bon coup d'eau. Ça va aider. Puis là, vous placez vos caissettes, évidemment, à la lumière. On va aborder la question de l'éclairage prochainement. Et puis là, après 2-3 jours, là, vous allez voir le feuillage s'épanouir, se développer. Et puis, vous en reviendrez pas, après 3 jours, d'observer la qualité du feuillage qui est en train de se développer. Donc, dans le cas de la tomate, la densité pour une petite caissette comme ça, c'est 6 plants de tomates par caissette. Il ne faut pas que les tomates soient trop serrées parce que si elles sont trop serrées, les plants vont avoir tendance à s'étioler, donc à monter en orgueil. Et on vise à avoir des plants qui ne sont pas trop hauts, qui sont trapus et qui ont une bonne tige. Ça ne donne à rien de partir ces tomates trop de bonheur. Ça ne donne à rien d'avoir des plants qui sont trop avancés pour la transplantation. Moi, je pense qu'un plant de 20 cm, 8 pouces,
large avec une bonne grosse tige trapue, c'est le plan idéal pour transplanter au jardin au début du mois de juin. Vous n'avez aucun intérêt à avoir des fleurs sur vos plants au moment de la transplantation parce que si vous avez des fleurs ou même des petits fruits, toute l'énergie va s'en aller sur la production des premières tomates et le plant ne fera pas de développement végétatif. Et ce qu'on veut quand on transplante un plant, que ce soit de la tomate, de l'aubergine ou de la laitue, on veut que le plant développe du feuillage de sorte qu'il soit en mesure de supporter sa mise à fruit qui va venir quelques semaines plus tard. Donc, quand on transplante un plant, ce qui est important, c'est de favoriser le développement végétatif. Le développement du feuillage, c'est pas d'avoir la première tomate du quartier. OK, on n'a pas abordé la question de l'éclairage et c'est un aspect vraiment fondamental de toute l'opération. Alors, sur la photo où on voyait les caissettes dans ma salle de bain qui étaient toutes alignées avec des petits bâtons, vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'éclairage. Mais à partir du moment où on observe un petit renflement à la surface du terreau, ça veut dire que les cotylédons vont émerger et s'épanouir. Il faut que lorsque le feuillage se déploie, que les plants aient accès à 14 à 16 heures de bonne lumière par jour. Donc, si vous oubliez vos caissettes qui sont en germination dans la toilette, puis vous n'en occupez pas, puis ils germent dans la toilette en noirceur, bien, vous allez observer un étiolement des plants. Donc, quand les plants s'étiolent, ils montent en orgueil, ça fait des petites tiges fragiles, les plants ont tendance à coucher, donc ça ne donne pas des plants de qualité. L'éclairage adéquat fait en sorte que le plant demeure court et que la tige qui se forme va être solide. Elle va être trapue et ça va faire un plant qui va bien se tenir. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Je dirais qu'il y a 2 erreurs importantes que font les débutants. 1, on arrose trop. 2, on n'a pas un éclairage adéquat. Si on est installé en bordure d'une grande fenêtre, donc on a accès à un petit peu d'éclairage naturel, de lumière naturelle, on peut travailler avec des fluorescents de type Cool White exclusivement. Parce que les plants, quand ils sont jeunes, ils ont besoin principalement d'ondes bleues. Et les fluorescents de type Cool White fournissent majoritairement des ondes bleues. Quand les plants arrivent au stade de la floraison, de la mise à fruit, là, ça prend des zones orange, rouge, etc. Mais au stade de plantule, les zones rouges et oranges sont moins nécessaires, sont nécessaires en moins grosse quantité. Donc, si vous êtes en bordure d'une fenêtre, il y a suffisamment de rouge et de jaune qui vient par la lumière naturelle, donc vous pouvez n'utiliser que des fluorescents Cool White. Par contre, si vous faites ça dans une cave, ou vous faites ça dans un endroit de la maison où il n'y a aucune lumière naturelle, bien à ce moment-là, il faut être un petit peu plus pointu au niveau de l'éclairage. Il y a 2 options. Vous pouvez travailler avec 3 Cool White pour un Warm White. Le Warm White donne vraiment beaucoup de rouge. Donc, vous mettez 2 Cool White, un Warm White, puis un Cool White sur des fixtures soit doubles ou quadruples. Donc, si vous voulez faire ça, puis vous travaillez avec des fixtures doubles, bien, vous installez 2 fixtures doubles et vous mettez 2 Cool White, un Warm White, puis un Cool White. Sinon, vous pouvez aller dans des endroits spécialisés ou dans une quincaillerie et vous acheter des fluorescents à spectre complet qui sont plus coûteux, mais qui offrent le spectre lumineux qui se rapproche le plus de la lumière naturelle. Donc, vous pourriez utiliser exclusivement des fluorescents à spectre complet. Je recommande des fixtures de 4 pieds. On ne voit pas vraiment que c'est des 4 pieds, mais vous voyez que c'est des fixtures quand même assez longues. Donc, moi, j'achète du 4 pieds. Et puis, je vais regarder l'autre photo, peut-être qu'on va mieux voir. Non.
Il y a des modèles de fixture où il y a comme un petit rebord en métal de chaque côté. Ce rebord fait en sorte que vous pouvez poser les fixtures sur des bouts de bois. Alors qu'il y a d'autres modèles, c'est les fluorescents qui sont en dessous, puis il n'y a pas de rebord. Donc, ces modèles-là, si vous posez les fixtures, les fluorescents sur des bouts de bois, bien, les fluorescents accotent directement sur les morceaux de bois. Donc, ça ne fonctionne pas très bien. Alors, moi, j'achète le modèle où il y a une espèce de petit rebord rectangulaire à chaque extrémité de la fixture. Et ça permet d'accoter la fixture sur des petits blocs de bois. Parce que quand les plants poussent, bien, il faut pouvoir remonter les fluorescents. De sorte que les fluorescents soient toujours à quelques centimètres du sommet des plants. Parce que les ondes lumineuses produites par des fluorescents ne voyagent pas sur de longues distances. Donc, il faut mettre les fluorescents très proches des végétaux qu'on cultive. Donc, ça veut dire qu'il va falloir les bouger, les lever. C'est sûr que vous pouvez toujours installer des crochets, chaînes suspendues au plafond avec des crochets, puis vous les montez sur le crochet. Mais souvent, les gens n'aiment pas bien ça, faire des trous dans le J-Proc au plafond. Fait que moi, j'ai des bouts de 2 par 4 qui sont taillés à la bonne longueur. Je peux les mettre à plat, je peux les mettre sur le camp. Je peux en mettre plusieurs les uns par-dessus les autres. Donc, au début, quand mes plants sont au stade de plantule, bien, je mets juste un petit bloc de bois puis je mets mon fluorescent par-dessus. On ne voit pas vraiment. Et puis, plus ça pousse, plus je rajoute des bouts de bois, tout simplement. Et je trouve que ce système-là est très pratique, ça travaille très bien, je n'ai pas besoin de faire de trous sur mon plafond. Mais c'est à vous de déterminer comment vous voudrez organiser votre pouponnière, votre espace de 5 minutes avant les questions. Parfait. Ça va-tu pour ça? Ça vous donne une petite idée pour l'éclairage? De toute façon, tantôt, il va y avoir une période de questions, donc s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, bien, je pourrais préciser. Mais est-ce que les gens comprennent un peu ce que j'explique par rapport à des fixtures doubles qui sont déposées sur des blocs de bois et que je peux monter au fur et à mesure que les plants poussent? Ça ne produit pas beaucoup de chaleur, les fluorescents. On n'a pas besoin de s'en préoccuper, ce n'est pas problématique. Alors, pour la germination, je vous ai dit qu'il y avait des espèces qui aimaient un peu plus la fraîche, puis il y en a d'autres qui aimaient un peu plus la chaleur. Si on veut une moyenne, 23-25 degrés. Pour la croissance, maintenant, la chaleur n'a pas besoin d'être aussi élevée. Ce qui est difficile, c'est de favoriser une bonne germination. Une fois qu'on a des plants, pour les espèces tropicales, encore une fois, je vous dirais qu'une température optimale de croissance, c'est 20 degrés, 21, 22. Pour les laitues, les oignons, ça n'aime pas la chaleur, donc 15 degrés, c'est très bien. Fait que moi, dès que je peux, j'ouvre ma serre au mois d'avril, puis je transfère toutes les espèces de climat frais. Le persil, le persil, les artichauts, les laitues, tous les choux, ça s'en va dans la serre. La nuit, ça descend à 10 degrés, puis les oignons, les laitues adorent ça. Par contre, si je mettais mes tomates dans la serre, puis que la température descend à 10 degrés la nuit, les plants seraient vraiment pas beaux. Donc, tout ce qui est tropical, tomates, poivrons, aubergines, on maintient une température plus élevée. Idéalement, un minimum de 20 degrés, entre 20 et 25 degrés. Alors, on va continuer avec des photos de tomates principalement. Là, on va suivre le processus avec, voyez-vous, le feuillage, comme ça va bien. À un moment donné, quand vous vous rendez compte que les plants, il manque un peu d'éléments nutritifs, le feuillage n'est pas là, vous pouvez rajouter à la surface de la caissette du compost. Moi, je prends du Biomax de Fafard, il est riche. Voyez-vous, on ne voit plus de vermiculite puis de perlite, c'est parce que j'ai rajouté un 2-3 cm de compost riche à la surface. Et les tomates adorent ça, ce genre de traitement-là, puis ça leur donne du tonus, le feuillage devient super vert, tu vois qu'ils apprécient le traitement.
Et des fois, ça peut vous arriver, vos plants de tomates sont presque prêts à s'en aller dans le jardin, mais on est au 15 mai, puis la température extérieure n'est pas favorable. Ça fait que vous pouvez faire un deuxième repiquage pour les tomates en pot. Alors, voilà ce que ça donne. Prenez des assez gros pots, vous réutilisez un terreau de croissance et puis vous transplantez vos plants de tomates. Vous pouvez les garder 10 jours, 2 semaines dans ces pots-là. Ensuite, avant de mettre vos plants au jardin, bien, ça prend une période d'acclimatation. Alors, l'acclimatation, c'est une période où on va préparer les jeunes plants à leur futur environnement extérieur. Donc, il y a le soleil direct, il y a le froid la nuit, il y a le vent et il y a le soleil. 4 éléments dont il faut tenir compte, surtout le soleil. Le soleil est très dur sur les plants. Donc, il faut commencer graduellement. Donc, la première fois que vous les sortez dehors, c'est une journée nuageuse, pas de soleil. La première fois que vous les mettez au soleil, c'est 2 heures. Après ça, ça peut être 3 heures, 4 heures. Moi, j'utilise l'agrotextile comme ça pour les aider, parce que quand on a 3 caissettes, ça se déplace bien, rentre, sort, il n'y a pas trop de problème. Mais quand on en a 60, il faut trouver des trucs. Fait qu'utiliser un agrotextile comme ça les protège d'un soleil trop direct. Fait que, dépendamment du nombre de caissettes que vous avez, vous pouvez utiliser toutes sortes de subterfuges. Moi, j'ai une grosse épinette à un endroit. Je vais placer mes plants là. Le matin, il y a du soleil. Puis, à partir de 11 heures, l'épinette fait de l'ombre. Donc, je vais utiliser des techniques comme ça pour aider mes plants à se préparer pour leur environnement extérieur. Fait que là, on arrive au moment de la transplantation. On va voir quelques séquences. Donc, préparation des planches. Hein? Nous autres, on cultive tout en planches. Donc, des buttes d'1 mètre de large, à peu près séparées par des sentiers. À partir du moment où les buttes sont faites, on circule dans les sentiers. On ne compacte plus le sol où vont être établis les plants. Ensuite, on procède à la transplantation. Trou. Moi, j'aime bien ça, donner un petit quelque chose à mes plants de tomates parce que c'est très gourmand, la tomate. Là, ici, c'est 15 ml de farine de crabe, 15 ml de farine d'algue que je mélange ensemble, que je mets dans chaque trou de transplantation. On transplante. Là, c'était en pot, ça fait que j'ai une belle grosse motte, pas trop profondément, mais on enterre toujours un tout petit peu la tige pour favoriser le développement de nouvelles racines. Alors, voyez-vous, on enterre avec de la terre. Et là, on observe les planches établies. Là, on est à peu près autour du 10 juin. Un mois plus tard, on va avoir quelque chose qui va ressembler un peu à ça. Ça pousse vite, hein? C'est impressionnant. C'est la farine de crabe qui fait ça. Alors, floraison. Hein? La fleur de la tomate est hermaphrodite, donc il y a les 2 organes, mâle et femelle, à l'intérieur de la fleur. Donc, juste le vent va permettre la fécondation des fleurs. Ça va donner les tomates. Ça, c'est un cultivar qu'on ne vend pas, mais que j'ai expérimenté l'été dernier. J'ai bien aimé, c'est la tomate Golden Ponderosa. Elle va devenir jaune, elle est succulente. Oui, j'ai fini. Ça, c'est la tomate Savignac. Ça, c'est notre vedette. Ceux qui veulent expérimenter une tomate succulente, la Savignac est vraiment intéressante. C'est une tomate rose foncée qui a été développée par le frère Armand Savignac, un clerc saint-viateur de Joliette, qui m'a donné de ses semences il y a 20 ans et j'en produis la semence depuis ce temps-là. C'est vraiment la meilleure, à mon sens à moi, là, dans les tomates, elle est vraiment savoureuse. Et je termine ma présentation avec une photo de tomates Savignac mûries à point. Et voilà. Alors, je pense qu'on est rendu à la période de questions. Voilà. Si vous avez des questions pour préciser... Ah, c'est fini? OK. Bien, je viens de me faire informer qu'il y a juste une question, parce que j'ai débordé de mon temps. Oui? Non, les oignons, on ne les repique pas. Alors, c'est une très bonne question. L'oignon semi à la volée, ça lève. Je taille 2 ou 3 fois les bouts des plants d'à peu près 2 ou 3 cm jusqu'au moment où on les transplante au jardin. Merci pour ta question, j'avais oublié de le spécifier. Les oignons et les poireaux, c'est semé à la volée et on les garde toujours dans la même caissette avec une petite taille.
Et puis, comme on a utilisé un terreau pas trop riche, on peut les fertiguer avec des émissions de poissons et des algues liquides à toutes les semaines à partir de la 4e semaine. Ta deuxième question? Ça va? Bien, je vous remercie, puis je suis à mon kiosque si vous avez des questions.